Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous. Il y a des écouteurs et une traduction simultanée. Merci, madame, pour cela. Pour ceux qui préfèrent écouter si vous préférez, français, n'hésitez pas. Et si vous avez une question en français, la session qui sera présidée par Rohinton Medora, mon collègue, notre principal vice-président, pourra au besoin traduire en français sans problème. Mais Shanta, je pense que vous parlez parfaitement le français. Donc, la session se déroulera en anglais. My name is David Malone. Je m'appelle David Malone. Je travaille au CRDI. Je voulais simplement vous dire à quel point nous sommes heureux d'avoir Shanta parmi nous aujourd'hui. Ce n'est pas souvent qu'on a cette occasion. Nous avons déjà eu une belle discussion sur des idéaux de développement et certaines pratiques également. Depuis quelques jours, il a bien voulu accepter de rester un petit peu plus longtemps pour cette séance publique du programme. Et plusieurs des autres aussi qui ont participé à nos conversations sont également ici dans la salle. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous. Rohinton, donc, à vous la parole et merci d'assumer la présidence. Merci, David. Bienvenue à tous. Veuillez bien vous joindre à moi pour accueillir notre ami Shanta au bureau du CRDI. Shanta a eu une longue carrière en recherche et en pratique de par le monde entier. En fait, il a quitté sa terre natale au Sri Lanka très jeune, car il a fait sa formation de premier cycle et de deuxième cycle à Princeton et à l'Université de Californie à Berkeley, et ensuite s'est joint à l'école Kennedy de gouvernance, où il a été pas mal longtemps. Au début ou à la fin des années 80, début des années 90. Ensuite, il s'est joint à la Banque mondiale en 1991, où il a occupé différents postes à responsabilité ascendante. Il a travaillé à la banque pour des dossiers de développement humain, pour l'économie publique. Il a beaucoup publié sur les questions de commerce et de finance également. Il a été un auteur sur le développement dans le monde et la pauvreté il y a quelques années, et il est maintenant l'économiste en chef pour l'économie subsaharienne à la banque, et ce depuis 2008. Avant quoi, il était économiste en chef pour l'Asie du Sud, à la Banque mondiale toujours. Je devrais ajouter au sujet de Shanta qu'il a toujours réorienter son cheminement de façon constructive. Et ce qui est un nouveau domaine pour plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire depuis les 2 dernières décennies, c'est-à-dire les liens entre la fragilité des États en situation de conflit et le développement. Comme plusieurs le savent déjà, le dernier rapport sur le développement d'un monde sur la fragilité, Shanta y a largement contribué. Alors, il a choisi comme sujet aujourd'hui quelque chose sur quoi il travaille en ce moment, c'est rompre le cercle vicieux de la fragilité en Afrique. Un dernier point au sujet de Shanta. En dépit de son emploi du temps de jour, il a influencé, je n'exagère pas, toute une génération de chercheurs, surtout pour l'Afrique subsaharienne, mais en Asie aussi et ailleurs. Donc, il est un ami du CRDI grâce à de nombreux projets auxquels nous avons participé ensemble depuis 25 ans. Ça ne se voit pas souvent, surtout avec des gens qui ont tellement d'autres choses à faire, mais Shanta a beaucoup travaillé à ces projets ici en Afrique et en Asie. Alors, je pense que Shanta connaît bien nos bureaux régionaux mieux que le siège social, mais enfin, bienvenue à Ottawa, Shanta. Merci beaucoup. Merci, Rohinton et David. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte. D'abord, c'est très agréable d'être ici au siège social. Et c'est aussi une belle occasion pour moi de parler avec vous tous d'un document assez récent, en fait, dont les idées, comme Rohinton l'a dit, sont en percolation depuis déjà longtemps. Et j'aimerais donc partager cela avec
avec vous pour voir ce que vous en pensez. Et la genèse de tout cela, vous savez, depuis que je suis économiste en chef pour la région de l'Afrique, je préside réunion après réunion sur la stratégie pour le Burundi ou le Congo ou la Guinée-Bissau. Quand on commence toujours à entendre les mêmes choses tout le temps, ce pays est en conflit, est un État fragile depuis 10 ou 15 ans. Il y a des choses qu'il nous faut faire pour sortir de ce cercle vicieux, investir dans la sécurité ou investir dans l'amélioration des droits à la propriété ou réduire la corruption. Et pourtant, parce que nous sommes un pays pauvre, un État fragile, nous n'avons pas l'argent pour le faire. Et je vais à ces réunions et la plupart de ces réunions portent tout le temps sur le montant d'argent qu'on peut obtenir pour ces gens. Et ils nous disent tout le temps, c'est un État fragile, pourquoi devrions-nous investir dans un État en situation de conflit? Alors, ça commençait à me chicoter, à vrai dire. Quelque chose ne tournait pas rond. Et on s'est penché sur la question. Autre chose que j'ai observé, comme vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, l'Afrique grandit assez rapidement depuis 10 ou 15 ans. Et il y avait un groupe de pays africains qui étaient justement des États fragiles qui ne prenaient pas d'expansion, qui ne grandissaient pas, alors que le reste du monde semblait prospérer sur le plan économique, sauf pour les États-Unis et l'Europe occidentale, évidemment. Ces pays semblaient prendre du recul. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a fait le rapport sur le développement du monde et sur les États fragiles, parce que nous croyons que ces États étaient vraiment distincts. Ce ne sont pas des pays comme les autres, simplement pires que les autres. Il y a peut-être une différence qualitative entre ces pays et d'autres. Et quand on regarde les statistiques, elles semblent pointer dans cette direction. Comme vous le savez, la pauvreté diminue dans le monde, dans tous les pays, à l'exception de ces pays en situation de conflit. Dans ceux-là, la pauvreté s'est accentuée de beaucoup et a diminué un peu, mais c'est encore plus élevé que ça l'était dans les années 90. Et ça, c'est un taux de changement relatif, mais si vous regardez les niveaux absolus, comme la mortalité infantile, il y a une grande différence entre la progression de la mortalité infantile dans les États non fragiles par opposition aux États fragiles. Et l'écart ne cesse de s'élargir avec le temps. Et ça, c'est pour l'échantillon mondial. Maintenant, si l'on s'en tient à l'Afrique, qui compte 20 des pays fragiles dans le monde, il n'y a que 45 pays en Afrique, donc à peu près la moitié du continent. Là encore, on constate que l'écart s'élargit. Le revenu per capita pour les États fragiles est inférieur à celui des États non fragiles, mais quand même l'écart est considérable, est énorme. Et c'est ça l'histoire de la croissance des États non fragiles et la stagnation que l'on trouve dans les États fragiles. L'autre point, c'est que la stagnation peut durer longtemps. Je vous donne un exemple. Comparons deux pays d'Afrique, le Burkina Faso et le Burundi. Comme vous voyez, jusqu'à peu près aux années 90, ils progressaient à peu près au même rythme. Donc, le revenu per capita était très similaire, taux de croissance similaire. Puis, au début des années 90, comme vous le savez, il y a eu une guerre civile et beaucoup de violence au Burundi. Et les deux pays ont pris des voies différentes et ne se sont plus jamais rapprochés en 20 ans. 2 décennies plus tard, le Burundi ne s'est pas rattrapé au niveau de la croissance, alors que le Burkina Faso tire assez bien son épingle du jeu. Assez bien, comme je te dis, parce que nous sommes partis de très bas.
Donc, non seulement voyons-nous cette divergence, mais également la persistance. Une fois que ces pays deviennent fragiles, il leur faut 2 décennies, il faut compter une génération pour rétablir la croissance économique. Et ce n'est pas le cas du Burundi uniquement que je vous montre, car on sait que dans l'ensemble, il y a un très fort niveau de persistance de la fragilité. À la Banque mondiale, vous savez, nous avons une définition bien précise de la fragilité. On peut s'obstiner sur sa pertinence ou non, mais il y a une certaine évaluation institutionnelle qui est faite, évaluation de la qualité des politiques et des institutions d'un pays. Et on dit qu'un pays en deçà de 3,2 est un État fragile. Et ce qu'il y a d'inquiétant, et c'est ainsi que l'on produit cette liste de 20 États fragiles dont j'ai parlé plus tôt pour l'Afrique, ce qui est troublant, c'est que si l'on était fragile en 2001 comme État, la probabilité que vous le soyez toujours en 2008 est à 0,95. Autrement dit, une fois qu'on est atteint de cette fragilité, il est très difficile de s'en sortir. Et ça s'applique à partout. En d'autres mots, on le voit dans les différents éléments, des différentes composantes, des politiques et composantes. Donc, nous avons regroupé ça dans 4 catégories, la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques pour l'inclusion sociale et la gestion du secteur public. Et dans toutes ces catégories, les pays qui étaient en deçà du 3,2 en 2001, les chances qu'ils y soient encore et sont au-delà de 90% et parfois même à 95%. Alors, il y a au moins 3 caractéristiques. D'abord, le fait que la croissance est au ralenti, la pauvreté s'accroît plutôt que diminue, les indicateurs humains sont divergents et le fait donc qu'une fois qu'un État est devenu fragile, il le reste. Il y est condamné pour longtemps et il est très difficile de s'en sortir, très difficile d'émerger de cette situation précaire. Ceci nous porte à penser, et c'est ce que je disais plus tôt, qu'il y a peut-être quelque chose de qualitativement différent quand on est un État fragile. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un piège d'équilibre à un très bas niveau dans lequel tombent ces pays. Et une fois qu'on y tombe, il est très difficile d'en sortir. Alors, la possibilité, et pour l'instant ce n'est qu'une possibilité, je dis bien, c'est que la dynamique de la croissance dans ces pays est caractérisée par cette ligne rouge, une courbe qui représente la relation entre les capitaux dans une année et l'année suivante. C'est ainsi que croît l'économie d'une année à l'autre. Et si vous remarquez, il y a en fait 2 équilibres possibles, c'est-à-dire le point d'inflexion, c'est le point de rupture. Donc, si vous êtes au-dessus du point, vous êtes à droite, vos capitaux sont au-dessus, alors là, vous pouvez procéder, comme l'indique la flèche, vers le haut. Donc, progresser, grandir, jusqu'à ce que vous arriviez à une certaine stabilité dans le taux de croissance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est vous êtes du bon côté de l'équilibre. Vous avez une bonne croissance économique, même si c'est au ralenti. Et c'est ce qu'on observe même dans les États pas si fragiles. Puis, si vous êtes en deçà de KL, de la coupure, le seuil, alors à ce moment-là, l'économie évolue dans l'autre direction. Vos capitaux diminuent, déclinent jusqu'à ce qu'ils tombent à 0. Dans cet exemple-ci, ce n'est qu'un exemple graphique que je vous donne, mais c'est aussi un équilibre, c'est-à-dire une fois que vous atteignez ce niveau, il n'y a plus moyen de s'en sortir. Vous êtes déjà pris au piège dans cet équilibre. Et pensez-y un peu, si, à cause d'une grosse malchance, vous êtes tombé à gauche du seuil, eh bien, tout d'un coup, au lieu de croître,
régulièrement, vous dégringolez. Et c'est ça la différence entre le Burkina et le Burundi. Dans les années 90, le Burkina a maintenu sa croissance et le Burundi est tombé dans la moitié inférieure et a continué de péricliter. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'une conjoncture. Moi, je n'ai rien prouvé encore. C'est une suggestion que je fais. Ainsi donc, nous avons constitué un modèle bien simple, un modèle économique de croissance, en y incluant 3 caractéristiques qui nous semblaient prépondérantes dans ces États fragiles. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Les 3 caractéristiques en question sont la violence politique, l'insécurité des droits de propriété, la question de la protection des travailleurs, des ménages, et ainsi de suite, et la corruption. Alors, si vous allez en Guinée-Bissau, à Burundi, au Congo ou au Togo, vous constatez que ce sont là les caractéristiques prévalentes et typiques de ces pays. Donc, j'ai promis à Bruce et aux organisateurs que je n'allais pas vous montrer un trop grand nombre d'équations, mais je dois quand même vous en montrer une. Je vous promets, c'est la seule, mais il faut que je vous montre comment j'ai introduit la violence politique et la corruption et l'insécurité des droits de propriété. C'est un modèle de croissance à son plus simple, vraiment. La version la plus simple, le genre de modèle qu'on enseigne Rwanda et moi. Quand on a une fonction de production, une fonction de donc capital et travail, main-d'œuvre. Donc, on a introduit cette fonction et l'instabilité politique qu'on a caractérisée comme étant quelque chose qui détruit les capitaux. Donc, s'il y a une guerre civile, et c'est évident, bon, quand il y a une guerre civile, beaucoup d'infrastructures est détruite, on ne peut plus circuler dans les ports, les routes ne sont plus utilisables, donc cela réduit les capitaux et c'est ça l'effet de la violence. Ensuite, il y a l'insécurité des droits à la propriété, des droits fonciers qui couvrent à peu près tout, de l'accès à la terre. Les gens ne veulent pas se faire voler leur terre. Nous caractérisons cela comme ayant une incidence sur la production, la productivité de la main-d'œuvre. Si vous êtes un agriculteur et que vous avez des droits de propriété sur votre terre, vous pouvez y investir, vous pouvez la laisser en jachère, le cas échéant, et la productivité donc des fermiers est touchée par l'insécurité des droits de propriété. Les gens peuvent venir vous voler votre terre. Et enfin, le troisième élément, la corruption. Mais avant tout, je dois dire que la violence politique, l'insécurité des droits fonciers et la corruption, et je vais vous expliquer ce que j'entends par corruption dans un instant, mais toutes ces caractéristiques pourraient être atténuées. Donc, on peut investir dans la sécurité à l'aide de ressources, des ressources qui vont essayer de réduire la violence politique. On peut investir dans des règlements et la protection des droits à la propriété. Et on peut aussi investir dans la corruption. Ah voilà, j'en viens à la corruption. Donc, la corruption. Huguette n'est pas ici, mais je sais que des gens comme Huguette Labelle ont écrit des livres sur la corruption. Et moi, je vais réduire cela à une simple variable, D. Je ne veux pas dire que la corruption est une question vraiment très, très complexe, mais j'en retiens un seul aspect. C'est-à-dire que lorsqu'il y a corruption, le gouvernement ne reçoit pas tous les revenus qui devraient lui revenir de l'impôt. Donc, il y a des fuites. Donc, le gouvernement ne reçoit qu'un moins D dans mon équation. Ce n'est qu'un seul aspect, bien sûr. Il y a plusieurs autres aspects à la corruption. Mais je m'en tiens au plus simple. Disons que la corruption nuit beaucoup à la perception d'impôts. Mais là encore, on peut investir dans des activités de lutte contre la corruption afin de réduire le niveau de corruption. Maintenant, avec ces 3 simples additions à notre modèle de croissance réduit à son plus simple, violence politique, insécurité des droits fonciers et corruption, rien d'autre. Rien de trop compliqué. Eh bien, cette économie, caractérisée par ces 3 éléments,
en fait, réagit comme ce que j'ai dit plus tôt. Il y a en fait deux équilibres. Il y a un équilibre de haut niveau, si vous êtes au-dessus du seuil, puis un équilibre de bas niveau. Si vous êtes en deçà, ce qui vous place au plus bas échelon. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez investir dans ces caractéristiques. Alors, si une économie est en deçà de cet équilibre, ou du seuil, pardon, KL, à ce moment-là, vous aurez moins de ressources cette année-là, car l'économie ralentit, mais vous aurez moins de ressources à investir dans des choses comme la violence politique, la corruption et ainsi de suite. Donc, l'année suivante, vos revenus seront encore moindres et vous aurez encore moins à investir là-dedans. Et l'année suivante, voilà, les revenus diminuent encore. C'est ainsi que périclite l'économie. Année après année. Chaque fois que vous essayez de vous sortir de ce cercle vicieux, les circonstances économiques font que vous n'y arrivez pas. Et la pauvreté continue de s'accentuer et la croissance de ralentir. Alors, ceci n'est qu'un reflet de ces trois hypothèses que j'ai ajoutées dans le fonctionnement de ces économies. Et ça pourrait également décrire ce qui se passe dans les pays comme le Burundi et la Guinée-Bissau et la République centrafricaine. Les répercussions de tout cela sont assez importantes. Enfin, il y en a deux répercussions. D'abord, vous vous souvenez ce que j'ai dit plus tôt, le fait que quand on devient un État fragile, on y reste coincé pendant longtemps. En d'autres mots, sombrer dans un état de fragilité ne nous permet pas d'en ressortir immédiatement. On pourrait y rester pendant une vingtaine d'années dans ce cercle vicieux. Ainsi donc, notre façon de mesurer l'efficacité de l'aide, ou voire même le développement d'un pays, mérite un autre genre de réflexion qu'avant. Nous pourrions, par inadvertance, parfois reléguer ces pays à 20 ans de croissance au ralenti. Si l'on court le risque de les laisser tomber dans cet équilibre de bas niveau, nous risquons de les condamner pour encore longtemps avant qu'ils puissent s'en sortir, car dans notre jargon technique, ce n'est pas un système linéaire. Il n'est pas linéaire du tout. C'est pourquoi on peut tomber dans un piège ou dans un cercle vicieux. Comme je l'ai dit plus tôt, les ressources, si l'on peut s'en servir à ces fins, redresser la sécurité politique et des droits fonciers et rectifier la corruption, on pourrait éviter de tomber dans ce cercle vicieux. Alors là encore, on a simulé à l'aide de ce modèle ce qui pouvait arriver s'il y avait une augmentation de l'aide de l'étranger, donc une augmentation, une infusion de ressources dans ces économies qui servirait à régler ces trois problèmes. Et le si est très important ici, car je reviendrai dans une minute. Mais pensez-y un peu. Cette économie reçoit une infusion de ressources et voilà que la courbe tourne vers la gauche. Et si vous êtes près du seuil dans la zone dangereuse où vous pourriez, pour une simple malchance, tomber dans le cercle vicieux et péricliter, voilà que tout d'un coup, vous sortez de cette zone de danger. Alors, ce que l'aide peut réussir à accomplir, c'est vous donner un petit peu plus de marge de manœuvre pour vous permettre d'aller vers le haut plutôt que vers le bas. Car ce que l'aide vous fait, c'est déplacer la courbe vers la gauche et ainsi donc, l'intuition, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Avec toutes les ressources supplémentaires, le pays peut désormais dépenser pour réduire la violence politique, la sécurité des droits fonciers et réduire la corruption, ce qui vous replace sur le cercle vertueux plutôt que de vous permettre de tomber dans le cercle vicieux. Et là encore, je reviens à l'idée que si l'on peut utiliser l'aide pour corriger ces trois problèmes dans l'économie, vous pouvez isoler l'économie et empêcher qu'elle tombe dans ce cercle vicieux ou l'en sortir plus facilement. Mais suivez-moi bien.
sur la façon d'utiliser ces ressources. Parce que, demandez-vous, quels sont les critères utilisés pour l'affectation de l'aide de l'étranger? Bien, si vous avez un pays qui souffre de violence politique, d'insécurité de droits fonciers et de beaucoup de corruption, vous leur donnez moins d'aide plutôt que plus. Et généralement pour de bonnes raisons, car vous croyez que l'aide ne servira pas à grand-chose. Et d'après certains documents que j'ai écrits dans ma jeunesse sur l'efficacité de l'aide, il est évident que ce genre d'économies sont vraiment à risque de voir l'aide mal utilisée. Mais pensez-y autrement. En refusant l'aide à ces économies, vous risquez de reléguer ces pays à une vingtaine d'années de croissance au ralenti. Alors, vous échangez une éventuelle mauvaise utilisation de l'aide, que l'argent soit volé ou des choses comme cela, par opposition à ce gros risque que le pays risque de péricliter dans ce cercle vicieux. Et une fois coincé dans ce cercle vicieux, il est très difficile d'en sortir. Voilà qui remet en question le critère que l'on utilise pour donner de l'aide. Et pour toutes sortes de bonnes raisons, bien de bons documents ont été écrits par de bons amis à moi, à savoir pourquoi on devrait allouer de l'argent, donner de l'argent à des pays qui souffrent moins de corruption, qui ont de bonnes institutions et de bonnes politiques. C'est évident. Mais je crois que nous n'avons pas assez réfléchi aux répercussions négatives, parce que ce faisant, nous, justement, courons le risque de nuire à ces pays, de les tirer dans ce cercle vicieux. Et si vous faites un calcul couramment, il faut peser le pour et le contre. Et l'équation ici nous apparaît bien différente. Alors, là encore, ce n'est pas un exercice académique parce que il y a des pays... Non, disons d'abord que, demandons-nous, qu'est-ce que l'aide de l'étranger pourrait apporter dans un monde idéal? Eh bien, il est possible, et on l'a calculé dans le document, il est possible que s'il y avait suffisamment d'aide de l'étranger, on pourrait déplacer la courbe complètement à gauche pour qu'il n'y ait pas de carrefour là. Donc, pour que toutes ces économies seraient sorties de la zone de danger. Ce n'est pas de la théorie seulement. La semaine prochaine, je vais à Madagascar, le cas classique d'un pays qui est justement à ce carrefour, au seuil, qui souffre d'une absence de gouvernement, ni plus ni moins depuis 3 ans. La pauvreté a grimpé en flèche. Ce n'est pas encore un État officiellement fragile, mais vraiment, en réalité, il l'est. Et il y a bien des choses qu'on pourrait faire pour freiner l'augmentation de la pauvreté. Mais devinez quoi? Toute la communauté des pays donateurs ne veut pas donner d'aide à Madagascar tant qu'il n'y a pas de gouvernement en place, ou un gouvernement illégitime puisqu'il a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est exactement mon point. Et Madagascar est perçu, si on continue dans cette vague et de leur serrer la vis depuis 3 ans, nous risquons de voir le pays tomber dans ce cercle vicieux qui l'entraînera à péricliter complètement. Alors, ce sont les véritables enjeux auxquels nous sommes confrontés maintenant. Les pays donateurs sont bien intentionnés et à partir de recherches bien solides, on sait qu'il faut être prudent avec ces économies, ces pays dans pareille situation. Comme certains d'entre vous l'avez vécu sans doute, il y a beaucoup de politiques intérieures également, surtout en France, je crois, où il y a une diaspora malgache également qui résiste à investir des ressources d'aide dans ces pays. Mais comme je l'ai dit, je pense que nous courons un risque encore plus grand en agissant ainsi, car nous risquons de voir ces pays coincés complètement au bas de l'échelle et il est très difficile pour eux de s'en remettre par la suite ou d'en sortir.
Alors, en fin de compte, jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que d'un modèle théorique. Je ne vous ai pas donné de chiffres. Je n'ai pas dit que c'était une description véritable de ce qui se passait en République centrafricaine ou au Madagascar. C'est ce que l'on pense intuitivement, mais je n'ai rien confirmé avec des données, des statistiques. Et là encore, dans le document, je ne vais pas vous donner les 15 tableaux que nous avons dans le document, mais je vais vous dire que quand on a commencé à attribuer des statistiques et à étudier la régression de croissance de certains pays avec ce modèle, les résultats n'en étaient que d'autant plus intéressants et importants. Alors, permettez-moi de partager avec vous une série de résultats qui prouvent justement ce que j'essaie de dire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de débats à savoir si l'aide est productive ou crée une certaine croissance économique. Je suis certain que vous en avez déjà parlé aussi avec Ross Leving, Craig Burnside et tout le monde, quoi. Alors, là encore, nous avons constitué un tableau sur la croissance grâce à l'aide avec les variables et ainsi de suite. Et ce qu'on a obtenu, c'est cette première colonne. Donc, un très petit chiffre, hein, 0,0006 ou 5. Ou 6, pardon. Alors, c'est à peu près dans la moyenne de la fourchette. Et on sait que vous pouvez peut-être utiliser une série de données différentes et obtenir des réponses vraiment pas tellement différentes quand même. Donc, ça, c'est dans la moyenne ici de la croissance grâce à l'aide. Ça, c'est dans tous les pays, pas seulement en Afrique. Ensuite, nous ajoutons, en fait, c'est une régression différente, mais un coefficient fixe avec. Et on s'est dit, enlevons donc les États fragiles de l'Afrique pour voir la productivité de l'aide à ces États, les États fragiles seulement de l'Afrique. Donc, on étudie la pente, l'efficacité de l'aide dans les États fragiles d'Afrique. Et on constate, et là encore, on a fait des tests avec toutes sortes d'autres régressions. Ceci n'est qu'une des régressions. Donc, on peut avoir un bien plus grand coefficient qui est important sur le plan statistique. Et quand vous ajoutez cela, la variable de l'aide disparaît. Ce n'est plus l'aide à d'autres pays en général n'est pas très importante, mais par contre, elle est hautement importante pour les États fragiles de l'Afrique. Autrement dit, ce pourrait être, et là, je prends des risques, mais enfin, je le dis quand même, il se peut qu'une bonne part de la productivité de l'aide que nous retrouvons dans ces régressions de croissance a trait à ce qui se passe dans les États fragiles en Afrique, c'est-à-dire le peu d'aide que l'on donne aux États fragiles de l'Afrique, surtout si cela vous donne vraiment un bon coup de main et que ça aide les pays à éviter le cercle vicieux de l'équilibre inférieur ou aider un pays à s'en sortir s'ils sont sur le seuil seulement, rapporte énormément en productivité, ce qui pourrait annihiler toutes les autres bonnes choses que l'on voulait pour ces pays, comme l'égalité des sexes, etc. Enfin, autrement dit, si nous avons réduit l'aide à tel point pour ces États fragiles en Afrique qu'une petite augmentation de l'aide pourrait avoir de gros effets. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un résultat qu'on vient de sortir de l'ordinateur, mais on a essayé d'inverser tout cela. On a fait toutes sortes de tests. Vous pouvez vous imaginer à quel point ceci sera controversé à la Banque mondiale. Mais je crois vraiment que nous avons mis la main sur quelque chose ici. Alors, je termine avec le point avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que ces États fragiles sont qualitativement différents des États non fragiles. Ils ne sont pas seulement
sur un continuum où ils sont légèrement en pire situation. Et notre façon d'allouer l'aide, d'habitude, c'est ce qu'on fait. On dit que ces pays sont un peu en une situation légèrement pire. En Tanzanie, donc beaucoup d'aide parce que la Tanzanie a de bonnes politiques et on donne beaucoup moins à la Guinée-Bissau parce que comparativement à la Tanzanie, les politiques ne sont pas aussi bonnes. C'est notre logique, n'est-ce pas? Tout le monde doit correspondre à une certaine échelle et reçoivent l'aide en fonction de cette échelle. Mais la Guinée-Bissau est peut-être fondamentalement différente de la Tanzanie. Et dans ce cas-là, si on utilise les mêmes critères que la Tanzanie, ça risque d'être très dangereux. Nous mettons peut-être placer la Guinée-Bissau dans une longue période de stagnation, d'augmentation de la pauvreté, parce qu'on utilise les critères qui vont quasiment à l'encontre des critères qu'il nous faudrait pour vraiment réchapper ces pays, pour qu'ils ne tombent pas dans le cercle vicieux et qu'ils continuent de prospérer et de grandir. Merci beaucoup, Shanta. Et pendant que vous vous installez, ce sont les règles du jeu habituelles. Nous avons des micros dans les allées. Je n'en vois qu'un ici, mais veuillez vous identifier, restez bref. Et Shanta a un avion à prendre et il doit quitter à 15h30, ça c'est certain. Alors rendez-vous au micro, faites la file. Et si j'ai bien compris, l'aide est 30 fois plus efficace pour un État fragile en Afrique que pour les autres. Shanta. Joe Ingram, de l'Institut Nord-Sud. Nous sommes d'anciens collègues. Shanta, j'ai bien aimé le graphique avec l'équilibre, le cercle vicieux de l'équilibre, du bas équilibre. Oui, avec l'aide de l'étranger. Pouvez-vous nous donner des exemples de pays en Afrique qui représenteraient le graphique du niveau supérieur? 3 ou 4 pays qui seraient représentés par ce graphique, au-dessus du seuil. Alexis Porter, aux affaires étrangères. Et jusqu'à dernièrement, je travaillais sur le Madagascar. Alors, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. D'après ce que je comprends, les pays donateurs ont retiré l'aide bilatérale. Mais non, nous avons réorienté notre financement par le truchement d'autres partenaires des Nations unies. Donc, l'argent s'y rend, mais pas de la même façon qu'avant. Et puis aussi, il y a beaucoup d'autres intervenants, comme vous le savez, comme les Chinois. Il y a toutes sortes d'investissements qui arrivent par les portes arrière, beaucoup d'exploitations minières aussi. Et il y a aussi des ventes illégales. Je me demandais comment vous calculiez les autres éléments de l'équation pour parler de rétablir l'aide bilatérale dans ce genre d'environnement. Je suis du CRDI. J'étais intéressée par l'une des premières diapos que vous avez montrées où vous avez comparé les États fragiles aux États non fragiles. Il y avait une notion ici de pays producteurs de pétrole. La production de pétrole, évidemment, c'est comme jeter de l'argent dans les pays. C'est plus facile que l'aide. On n'a pas besoin d'écrire de propositions. On perfore le sol et on en tire de l'argent. Est-ce que c'est différent de l'aide qualitativement? Et si les États fragiles sont des pays de différentes qualités, est-ce qu'il y a des modalités d'aide différentes qui conviendraient mieux? Merci beaucoup pour la présentation. C'est une analyse bien approfondie et je me demandais pourquoi le conférencier n'a parlé que de l'aide de l'étranger, rien d'autre. Vous avez parlé des caractéristiques, la violence politique et ainsi de suite, mais pour moi, je trouve que vous avez simplifié à l'extrême. Vous parlez de l'aide de l'étranger comme étant la seule chose qui puisse aider ces États fragiles
à se sortir de ce cercle vicieux. Moi, je peux dire que je peux ajouter l'aide de l'étranger à ces trois caractéristiques. Donc, ce serait l'inverse de ce que vous dites. C'est pas la solution. Moi, je pense que l'aide de l'étranger au complet, et il y a beaucoup de différences, comme vous le savez, entre ce qu'est l'aide de l'étranger, s'il est efficace ou non. Mais pour moi, essentiellement, la dépendance de ces États en Afrique, je puis dire que c'est aussi la raison pour laquelle ces États sont devenus fragiles et le demeurent à cause de l'aide de l'étranger. Ce n'est pas toute l'aide de l'étranger qui est bénéfique. Alors, mais on parle beaucoup de l'aide, de cette aide de l'étranger. Et personnellement, je pense que la dépendance de ces pays sur l'aide de l'étranger est l'une des raisons pour lesquelles ils sont en difficulté. Une petite question rapide, Shanta. Merci beaucoup. C'est une présentation tout à fait stimulante. D'abord, j'ai l'impression que les pays donateurs d'aide bilatérale veulent investir dans des choses comme la sécurité, la réforme de secteur et qui ne fonctionnent pas très bien d'habitude. On peut injecter énormément d'argent là-dedans sans obtenir de résultats. Quand je pense à des pays qui sont sortis de situations de conflit avec succès, et je reviens un petit peu à votre analyse ici, sont des pays qui ont connu des croissances en flèche après, comme le Mozambique et El Salvador. Alors, je voulais vous demander de faire quelques commentaires sur la mesure dans laquelle l'aide, ou enfin, les facteurs reliés à la croissance ont peut-être quelque chose à voir avec la pérennité du rétablissement. Bon, on va revenir aux questions tout à l'heure après cette dernière question. Merci beaucoup, Shanta, pour une très bonne présentation, pour nous expliquer quels sont nos problèmes. Et je me demandais si vous avez tenu compte du leadership, peut-être comme solution à ces problèmes. Car quand on a un bon leadership, tout le reste tombe en place. Tout le monde en Afrique veut diriger, à tel point qu'on les repousse, quelqu'un prend le dessus et ça finit mal. Les gens qui sont dirigés deviennent mal à l'aise. Et c'est pourquoi il y a tant d'instabilité politique, qu'il y a parfois de la violence et qu'il y a de la corruption. Car un bon leader, un bon chef, veillera à ce que tout le monde soit bon. Et ainsi, la bonté partira du haut vers le bas. Mais quand il n'y a pas de bon leadership, il y a chaos, perturbation, il n'y a pas de bon leadership, il n'y a pas de système, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Donc, si il y a cette aide, comme vous le dites, il faudrait se concentrer sur le développement d'un bon leadership et ainsi l'Afrique deviendra un bien meilleur continent. Bon, magnifique question, merci. Je vais regrouper. La question d'Alexis sur l'aide au Madagascar se rattache directement à la question de l'ambassadeur du Soudan sur la dépendance sur l'aide et le dernier point également sur le leadership. Quelques points généraux. D'abord, et la question de David aussi, en fait. Il ne fait aucun doute qu'il y a plein de choses qui doivent bien aller pour sortir du cercle vicieux. Ça, je suis le premier à l'admettre. Le document que j'écris aussi pour votre volume porte là-dessus. Tous ces autres éléments qui doivent bien fonctionner. Tout ce que je veux maintenant, c'est illustrer la possibilité de ce cercle vicieux du faible équilibre et ce facteur qui risque d'y contribuer. Et empiriquement, il semble justifié.
Et ce que fait l'aide dans ce modèle est pourtant évident. L'aide est centrée sur l'allègement de ces trois problèmes: la violence politique, l'insécurité des droits fonciers et la corruption. C'est justement le point au sujet de Madagascar. Car à Madagascar, oui, ils canalisent une partie de l'aide par les ONG et autrement, mais cet argent ne va pas à régler ces problèmes. Il faut que une part de l'aide aille au gouvernement pour qu'il puisse régler ces problèmes. Là encore, ça ne veut pas dire que l'aide n'est pas utile, mais c'est le genre d'aide qu'il vous faudra pour éviter le cercle vicieux. Le reste nous permet de prévenir que les choses ne s'aggravent encore. Mais je veux revenir au leadership, qui est un point très, très important. Mais le leadership, il est très important, mais on aimerait bien tous avoir de bons chefs, de bons leaders, mais je ne suis pas vraiment certain que l'on sache comment en produire. Sinon, qu'en créant les règles, en créant les institutions d'où émanent ces bons chefs, ces bons leaders. Mais ceci me ramène à ce dont je parlais. Des institutions qui protègent les droits à la propriété, institutions qui réduisent les risques de corruption. Si vous pouvez créer ces institutions, ces règlements, alors là, les chances de produire de bons leaders sont meilleures. Sinon, s'il n'y a pas ces institutions, ainsi émergent les mauvais chefs, les mauvais leaders. Alors, finalement, on parle des deux côtés d'une même médaille. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le leadership est très important. Et pour l'ambassadeur du Soudan, je dirais que, comme je l'ai dit à David, absolument, il y a beaucoup d'autres facteurs. Moi, j'ai choisi l'aide simplement pour illustrer l'une des caractéristiques qui pourrait vous aider à vous sortir du cercle vicieux. Maintenant, j'aimerais revenir à la question de la dépendance. Il est peut-être vrai que certains de ces pays sont tombés dans un piège ou dans un état de fragilité à cause des niveaux élevés de l'aide. Ça reste à voir. Mais ça ne veut pas dire qu'en coupant l'aide, on les sortira de ce cercle vicieux. C'est ça le paradoxe. Il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ils sont tombés dans ce cercle vicieux, y compris l'aide. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout couper pour autant. Et pour mon ami Joe Ingram, au sujet des exemples, je vais donc illustrer cela avec un pays comme la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un exemple typique. C'est la Guinée-Bissau, en fait, qui m'a inspiré à faire ce travail. Et la Guinée-Bissau, malheureusement, est un de ces pays orphelins d'aide, qui n'a pas beaucoup besoin d'aide. Je sais pas ce que c'est au Canada, mais les Européens ne lui prêtent pas vraiment beaucoup d'attention, même si c'est devenu un très gros entrepôt de drogue. La plupart de la drogue qui se rend en Europe passe par la Guinée-Bissau et quelques autres pays. Donc, un pays très, très pauvre. Et nous avons eu exactement la même discussion. Il y a des choses qu'on pourrait faire pour réformer la fonction publique, la situation financière, avoir des gens qui seraient payés pour assurer la sécurité, pour qu'ils ne soient pas dirigés par les seigneurs de la guerre, mais on n'a pas d'argent. Personne n'était prêt à donner. Et un directeur, un ami à moi, M. Fatini, a dit, écoutez, moi je vais prendre un risque avec la Guinée-Bissau. J'ai de l'argent pour 3 ans pour la Guinée-Bissau et je vais donc tout télescoper cet argent cette année-ci. Je vais investir tout l'argent et ça ne représente que 15 millions de dollars sur 3 ans parce que c'est un petit pays. Donc, je vais tout donner au pays. La première année, je vais courir un très gros risque, donner tout l'argent et je ne sais trop comment le dire poliment, mais ça a gêné certains autres pays donateurs, n'est-ce pas, et les a forcés à investir aussi, parce qu'ils disaient aussi la Banque mondiale n'investit pas, nous on n'investit pas. Mais maintenant que la Banque l'a fait, et le pays a fini par recueillir une 30aine de millions, et finalement, il s'est replacé.
il a commencé à développer un certain soutien public, soutien politique pour plus de sécurité. Il y a eu une tentative de coup, en fait, 1 an plus tard, et pour la première fois, et il y a eu beaucoup de coups d'État en Guinée-Bissau, mais pour la première fois, dès que le coup a eu lieu, les gens sont sortis dans la rue pour dire non, plus de coups d'État. Ils avaient vu ce que la stabilité pouvait leur donner. Il y a eu une légère amélioration de l'infrastructure et les gens ne voulaient plus de coups. Mais il a fallu courir ce genre de risque. Ça, c'est un risque qui a rapporté. Maintenant, on a beau en parler, mais c'est le genre d'exemple dont je parlais, les pays qui ont su franchir le seuil. Parce qu'on a couru ce risque et on ne pouvait pas aller au-delà de l'allocation prévue, remarquez bien, mais en prenant ce risque avec ce pays, en violant toutes les autres règles du jeu, finalement, alors, comme c'est mon bureau qui s'en occupe, on peut le faire, quoi. Mais nous avons été très transparents. On a dit au Conseil, nous allons courir le risque avec la Guinée-Bissau. Ça ne fonctionnera peut-être pas, mais il apparaît que ça a très bien tourné. Et comme David l'a dit, le Mozambique et l'Ouganda en Afrique sont des pays qui se sont sortis de la guerre civile et de situations conflictuelles. Et le Niger est sur le point de le faire, je crois. Oui. Alors, pendant qu'on se prépare pour une deuxième ronde de questions, encore une fois, même règle du jeu. J'ai une petite question pour vous, Shanta, sur vos 3 caractéristiques de fragilité et puis vos résultats empiriques. Est-ce que l'aide destinée aux États fragiles dans votre échantillon répond à ces 3 caractéristiques ou s'il y avait plus d'aide qui toucherait à ces 3 éléments, ce serait encore plus efficace? C'est une réflexion, puisque vous connaissez si bien plusieurs de ces pays. Mariano Prado, de l'Université de Toronto. J'avais une question, Shanta, au sujet de l'hypothèse qui veut que l'aide peut aider à améliorer une situation. J'ai l'impression que le point de départ, ce que vous semblez remettre en question, c'est justement l'idée que les institutions doivent être là pour que l'aide soit efficace. Et c'est ce qui a empêché les pays donateurs d'investir dans ce pays. Donc, vous semblez retourner la chose. Et je me demande comment vous pensez que cela peut fonctionner. Est-ce qu'on parle de conditions ici ou d'autres choses? Avou Mele, de la Haute Commission sud-africaine, du Haut Commissariat plutôt. Merci beaucoup de votre présentation. C'était très intéressant. Et ma question porte sur la formation de partenariats par opposition à l'aide en tant que telle, surtout quand on pense au contexte de l'Afrique. Compte tenu des efforts de reconstruction et de développement de l'Union africaine post-conflictuelle. Il y a des domaines qui doivent entrer en ligne de compte si on veut éviter le cercle vicieux dont vous avez parlé, notamment la dépendance de l'aide. Plusieurs pays africains sont dépendants de l'aide. La création également d'institutions démographiques. Vous y avez fait allusion et je vous remercie. Et la création d'institutions démocratiques pour promouvoir la cause des gens et la question aussi de construire des structures favorable à la croissance économique, toute l'infrastructure qui favorise le commerce et le développement. Et bien sûr, ensuite, l'appropriation du processus de développement par les gens des localités eux-mêmes. Je voulais connaître votre opinion par rapport à cela. L'Université Carleton, je me demandais si vous iriez jusqu'à suggérer que si vous offrez de l'aide
dans certaines circonstances, vous devez changer les règles du jeu, c'est-à-dire que vous devez revenir à un modèle de guerre civile où l'aide devient un prix pour l'instabilité. On dit maintenant, si vous voulez recevoir de l'aide sans condition, maintenant, on pourrait reprendre les coups d'État et changer enfin toutes les règles du jeu. Kate Higgins, Institut Nord-Sud. Shanta, ma question a trait au droit à la propriété. Pouvez-vous nous donner un petit exemple de ce que l'aide qui contribue à sécuriser les droits à la propriété peut faire? Les questions se compliquent, ça devient de plus en plus difficile. Mais bon, ça va. Et je peux partir, n'est-ce pas? Je pars à 15h30. Alors, je vais en regrouper encore parce que la question de Mariana aussi se rattache à la question de Rohinton et peut-être même aussi à celle de l'aide comme étant un prix pour l'instabilité. Il y a une énorme boîte noire qui existe sur la façon dont on peut utiliser l'aide pour consolider les institutions. Mais pour répondre à la question de Mariana, c'est peut-être une question d'œuf et de poule ici. Hein? L'aide est productive quand on a de bonnes institutions, à défaut de quoi l'aide n'est pas productive et on continue de péricliter. Mais dans ces pays, dans les États fragiles, les petits États, surtout la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, vous êtes à des ressources qui sont à niveau zéro. Alors, un petit peu d'aide va aider dans ce processus, quoiqu'il faut encore beaucoup plus. Dans le cas de la Guinée-Bissau, essentiellement, ils ont dû payer les fonctionnaires un montant minimum pour avoir un semblant de stabilité politique et la sécurisation des droits fonciers. Parce que si les fonctionnaires ne sont pas payés, ils allaient eux-mêmes aller piller les propriétés d'autrui. Alors, le salaire des fonctionnaires en soi ne va pas régler le problème, mais, et puis ensuite pour le monsieur de Carleton, je ne pense pas que c'est de l'aide inconditionnelle, ce n'est pas de cela dont je parle du tout. C'est une aide qui est très conditionnelle, mais au moins dans le modèle simple et même dans le vrai monde, je dirais que cette aide est très centrée sur la consolidation des activités de ces institutions. Ce n'est pas une question d'aide discrétionnaire. Ça ne crée pas, ça ne vous donne pas une licence discrétionnaire qui veut que l'aide devienne un prix à l'instabilité. On peut toujours arguer si cela accroît ou diminue la flexibilité d'un gouvernement. Prenez le cas de Madagascar. Je ne dirais pas que c'est un appui budgétaire au Madagascar. C'est presque exactement le contraire. Il faut cibler 2 ou 3 secteurs ou domaines. Et par exemple, si on pouvait faire quelque chose avec le port de Madagascar, ce serait déjà une bonne façon. Et puis quelqu'un a demandé un exemple, la dernière personne, de droit à la propriété, utiliser l'aide pour les droits à la propriété. Ben, les titres de propriété, c'est une façon bien simple d'y arriver dans plusieurs de ces pays, États fragiles ou non. Il y a des fermiers qui cultivent la terre depuis des années, mais personne n'a de titre de propriété. Une fois qu'on pourra avoir des titres de propriété, qu'on utilisera la technologie géospatiale pour savoir à qui appartiennent les terres et établir des titres de propriété, voilà qu'on aidera aux fermiers à ne pas se faire prendre par leur propre gouvernement. Les gouvernements arrivent parfois et diront ce n'est pas vos terres, ce sont nos terres et ainsi de suite. Vous connaissez la suite. Alors, ça ne coûte pas très cher, mais il faut quand même un peu d'argent et beaucoup de technologie et de compétences, de connaissances pour le faire. Et je pense qu'on pourrait beaucoup aider dans ce domaine. Et maintenant, le monsieur du Haut-Commissariat sud-africain a posé une question sur le développement général plutôt que sur les États fragiles et toutes les caractéristiques que vous avez mentionnées, partenariat, institutions démographiques et propriété sont
très pertinent pour le progrès du développement. Mais je crois toutefois que dans les États fragiles, plus particulièrement au beau milieu d'une crise, nous devons nous montrer plus souples à ces sujets, comme pour la propriété. C'est un autre exemple pour vous, Joe. Au Libéria, le Libéria post-conflictuel a vécu une situation bien intéressante, à savoir, il y avait de l'argent, mais le gouvernement n'avait pas grande capacité. Enfin, tout le monde était prêt à piller partout, donc il était impossible de savoir comment l'argent serait dépensé. Mais si on avait pratiqué le principe du droit à la propriété dans la déclaration de Paris, on aurait dit laisser les gens s'organiser avec leur système de comptabilité. Et non, on a dit non. Les pays donateurs étaient d'accord là-dessus. Ils ont dit on va envoyer nos propres gestionnaires financiers, nos propres vérificateurs qui vont suivre, dépister tout l'argent. Et ainsi, on a pu augmenter le montant d'aide qu'a reçu le Libéria, parce qu'à ce moment-là, les gens avaient davantage de confiance et on commençait à obtenir des résultats politiques. Ainsi donc, il arrive que parfois, il faut enfreindre ses propres principes quand on est dans des situations d'urgence comme cela. Et je constate aussi que je n'ai pas répondu à la question au sujet du pétrole tout à l'heure, et j'y ai pensé quand vous avez parlé de l'aide qui était un prix pour l'instabilité, pour récompenser l'instabilité. Mais d'abord, la question empirique. J'ai montré le graphique des États fragiles non exploitants de pétrole et les autres. Mais c'est surtout pour les États qui n'ont pas de pétrole, parce que dans ces pays, le PNB est déterminé par le prix de l'huile. Si le prix de l'huile augmente, du pétrole augmente, leur PNB augmente dans les pays qui produisent du pétrole. Ça n'a rien à voir vraiment avec le fonctionnement de l'économie. Mais je crois il n'est pas accidentel qu'un grand nombre de pays producteurs de pétrole sont aussi des États fragiles. Et je pense que c'est à cause de cette idée qu'on a que l'argent du pétrole va directement de la pétrolière au gouvernement sans passer par les citoyens, comme l'impôt, comme les revenus fiscaux. Et ceci ne permet pas au public de considérer cet argent comme étant leur argent. Et tout d'un coup, différents groupes veulent lutter pour cet argent. Et là encore, c'est à cause de la faiblesse des institutions. La République centrafricaine est très riche en diamants, par exemple, mais les diamants sont la source du conflit plutôt que d'être la solution. Parce qu'il y a très peu de sécurité et d'institutions dans ce pays. Donc, c'était la mentalité au plus fort la poche en République centrafricaine, et la guerre civile a éclaté. Alors, il faut faire bien attention avec les ressources naturelles, même si elles sont précieuses, car elles peuvent être parfois la source du problème plutôt que la solution. Eh bien, Shanta, merci beaucoup. En terminant, j'aimerais faire 3 petits points. Je sais que nous manquons de temps. D'abord, j'aimerais vous rappeler la valeur de ces démarches si on s'en sert pour des analyses de cette nature. Et ensuite, l'importance de l'innovation et de la souplesse dans le domaine de l'aide de l'étranger. Et votre exemple de la Guinée-Bissau a été révélateur. Et enfin, j'aimerais nous rappeler que les résultats de Shanta, aussi brillants qu'ils peuvent paraître, peut-être qu'ils sous-estiment un peu l'enjeu du problème ici, parce qu'on ne pense pas à l'effet domino dans ces pays, dans les régions avoisinantes et dans les régions même éloignées. Tout cela pour dire que c'était de très bonnes matières à réflexion. Continuez votre travail. Nous allons continuer d'y travailler. Merci de nous avoir stimulés. Merci à tous d'être venus ici et on vous retrouve à la prochaine séance.